Bonjour Vincent Hugeux, bienvenue sur le plateau de Télématin. Bonjour. On va revenir avec vous sur les événements de ces derniers jours au Niger. En quelques mots, des militaires ont pris le pouvoir et renversé le président Bazoum qui avait été élu en 2021. La France et l'Union européenne ont décidé de suspendre toutes leurs aides au Niger. Vincent Hugeux, une semaine après ce coup d'État, on voit que la France a commencé cette nuit à rapatrier ses ressortissants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque que ça dégénère ? Principe de précaution, lorsque vous avez une situation d'extrême tension comme celle-là, il est préférable de s'engouffrer dans la fenêtre de tir que vous offre une accalmie relative, ce qui était le cas. Et au fond, plus une opération d'évacuation s'étire dans le temps, plus les risques d'accrochage locaux, donc ensuite d'embrasement, sont grands. C'est la raison pour laquelle on s'efforce toujours. Vous savez, l'évacuation, c'est un peu comme la guerre, c'est un art tout d'exécution. Donc la France sait faire, elle a une expertise éprouvée en la matière. Et donc, c'était l'idée de faire en sorte, d'une part, d'éviter d'exposer des ressortissants français, civils en l'occurrence, ça ne concerne pas les 1500 militaires. Mais je crois que, de manière subliminale, c'est aussi une manière d'envoyer un message aux putschistes, comme si l'on voulait dire il y a une menace, non pas de la France, bien sûr, mais des instances ouest-africaines d'une intervention militaire, puisqu'un ultimatum a été lancé jusqu'à dimanche par la CEDEAO, donc la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et donc, le message, c'est celui-ci. Lorsque précisément se profile une opération militaire, pour la crédibiliser, eh bien, on retire les ressortissants qui pourraient être les plus exposés, ce qui est une façon, encore une fois, d'asseoir la possibilité de cette intervention militaire. On a l'impression que ce coup d'État, ça a été un peu une surprise pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu venir ? Alors, c'est évidemment une bonne question, si vous voulez. La difficulté de l'exercice, cette fois-ci, c'est que c'est avant tout l'aventure d'un homme seul. C'est-à-dire ce fameux général Abderrahmane Tiani, qui est le chef de la garde présidentielle depuis 2011, infiniment choyé par le prédécesseur du président Mohamed Bazoum, donc président élu qui a été démis, en tout cas à ce stade. Et donc, ça n'est pas, si vous voulez, un de ces coups d'État qui est précédé de conciliabules dans des salles de café qui permettent à des capteurs locaux, dont le métier est le renseignement, de collecter des indices et ensuite de les analyser. Alors, pour autant, les fragilités du Niger étaient connues. Il y a d'abord des questions qui sont liées à l'identité même du président Bazoum. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui à plusieurs reprises. Il vient d'une tribu arabe minoritaire. Oui. Et lors de la campagne électorale, voilà 2 ans, certains de ses opposants les plus farouches mettaient en doute sa nigérianité. Et donc sa légitimité à briguer la magistrature suprême. Maintenant, un argument parfaitement spécieux et assez détestable, mais il a pu percoler dans une partie de l'opinion. Puis surtout, et c'est plus important, il apparaît aux yeux des Nigériens, des Sahéliens en général, comme en quelque sorte le bon élève de la classe Barkhane, donc l'allié le plus loyal et le plus fiable de la France. Et à ce titre, dans un contexte d'extrême francophobie, il va de soi qu'on ne lui a pas rendu un grand service en lui tressant des couronnes de laurier toutes les semaines. Alors vous en parliez, la CEDEAO a fixé un ultimatum d'1 semaine à la junte pour un retour complet à l'ordre constitutionnel. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, en théorie, ça signifie que si, à l'échéance de dimanche, les putschistes qui entourent ce général Tiani ne restituent pas le pouvoir au président élu, il y aura une intervention d'une force panafricaine. Les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO se réunissent là dans quelques heures pour mettre en place la logistique. Elle existe, cette force panafricaine ? Alors, non, c'est toute la difficulté de l'exercice. Très souvent, la CEDEAO apparaît comme une institution qui énonce de grands principes nobles et qui brandit son sabre de bois, mais qui ne passe pas à l'acte. Là, si vous voulez, la CEDEAO joue sa crédibilité. Son président d'exercice, qui est le nouveau chef d'État du Nigeria, Bola Tinubu, s'est engagé en juin, lorsqu'il a pris ses fonctions, à faire en sorte que son mandat soit celui de la fin des coups d'État militaires vintage, comme je les appelle, un peu anachroniques, où vous voyez comme ça un sous-officier venir annoncer d'une manière un peu grandiloquente toujours le même texte en disant que c'est une faillite sur le plan sécuritaire et que la gouvernance est médiocre. Bon. Donc, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'à l'automne dernier, la CEDEAO a décidé de mettre en place cette force. Mais pour le moment, c'est un projet, c'est une virtualité. Donc il y a quoi ? Ça va être des pressions économiques, du coup ? Alors, l'idée est quand même, encore une fois, de crédibiliser l'hypothèse d'une intervention. Parce que c'est tout à fait faisable, si vous voulez. D'abord parce que le Nigeria a une armée puissamment équipée. Il suffirait d'avoir 2-3 bataillons, et puis vous y associez d'autres forces, etc. Mais il faut un calendrier, il faut une logistique, et puis surtout,
c'est d'un maniement très délicat, l'intervention. Alors là, on ne parle pas du tout d'intervention postcoloniale de type Colvézi, quand la Légion y sautait il y a quelques décennies. Mais même si c'est une intervention panafricaine, vous courez le risque de souder la population du Niger, qui a été chauffée à blanc par la propagande locale et extérieure, autour des putschistes. Alors justement, avant de parler de cette propagande, on a vu des images d'une foule en colère avec des messages de haine contre la France. Pourquoi est-ce que ça se cristallise contre la France? On n'est pas les seuls à être présents au Niger. Non, il se trouve simplement que la France, c'est la puissance coloniale, dans ce qu'on appelle le fameux précaré africain de la France. Paris n'a jamais véritablement réussi à solder ses arriérés coloniaux. Il y a eu la perpétuation via ce qu'on appelle par commodité la France-Afrique, de relations assez incestueuses avec des régimes qui d'ailleurs étaient souvent impopulaires. Et puis n'oublions pas que pendant des décennies, les interventions militaires françaises n'avaient pas vocation à sauver des démocraties, mais au contraire à conforter des tyrans indéfendables sur leur trône. Et donc la France a été perçue comme l'allié des tyrannies. Alors, les temps ont changé, mais ce type de persistance rétinienne a un effet sur des générations qui, en plus, sont extrêmement frustrées. Et là, il faut insister 10 secondes sur un élément qui est essentiel dans cette francophobie, ce que j'appelle moi le ressentiment anti-français, c'est que les sociétés africaines, j'ai eu l'occasion d'en discuter au fil de mes reportages avec des tas de gens, ne peuvent pas comprendre que la 5e ou 6e armée du monde ait été incapable d'éradiquer le fléau djihadiste. Et vous passez très vite de l'incompréhension à la suspicion et de la suspicion au complotisme. Alors justement, on sait que le Niger, c'est un partenaire très important pour la France et pour l'Europe dans la lutte contre le djihadisme. Quelles peuvent être les conséquences pour l'Europe, justement, avec ce coup d'État? Les conséquences, elles sont quasiment mécaniques, si vous voulez. C'est la suite d'un processus, à mon avis, inéluctable et inexorable, qui conduit la France à se désengager durablement du Sahel d'abord et d'Afrique ensuite. Mais c'est aussi, ne l'oublions jamais, une excellente nouvelle pour les djihadistes. Parce qu'au fond, c'est aussi le fruit d'un travail de sape qui a été entrepris il y a plus de 10 ans, à la fois par la nébuleuse Al-Qaïda et par la nébuleuse État islamique. Et pendant ce temps-là, les djihadistes disent qu'ils peuvent poursuivre leur progression vers les pays côtiers. Et vous avez des inquiétudes palpables aujourd'hui dans des pays comme le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc on peut imaginer aussi un départ des militaires français si ça dégénère? Je ne vois pas très bien comment il resterait, même si les choses s'apaisent en ce qui concerne les relations bilatérales. On sait qu'il y a une coordination pour que cette évacuation a réussi, parce que de toute façon, c'était l'intérêt des putschistes qu'elles ne partent pas en vrille. Mais non, vous avez eu un désengagement subi, et c'est ça la difficulté, si vous voulez, c'est que la France rêvait d'une sorte de réduction de voilure ordonnée, méthodique et graduelle. Mais là, c'est un peu la débâcle. Et puis, l'autre grand paradoxe de cette histoire, c'est que, au fond, l'influence véritable de la France, politique, économique, militaire, n'a jamais été aussi faible depuis les années 1960 qu'aujourd'hui, et ce ressentiment anti-français n'a jamais été aussi vif. Merci beaucoup Vincent Hugeux pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial. Merci d'être venu sur le plateau de Télématin. Merci à vous.